Amanda Sinclair n'était pas une simple dresseuse d'orques, elle était une véritable poétesse des océans. Depuis son plus jeune âge, tandis que les autres enfants jouaient aux jeux vidéo, elle dessinait des créatures marines et reproduisait leurs chants avec une incroyable précision. À 13 ans, elle passait déjà ses étés comme bénévole à l'aquarium régional, observant les comportements aquatiques et posant des questions qui laissaient même les vétérans sans réponse. Son destin semblait écrit dans l'écume des vagues, une existence dédiée aux géants des mers. Diplômée avec mention en sciences marines à 22 ans, Amanda possédait bien plus que des connaissances académiques. Elle avait ce don extraordinaire, cette connexion presque mystique avec les cétacés. Les orques en particulier répondaient à sa présence d'une façon que ses collègues qualifiaient d'unique, comme si un dialogue silencieux s'établissait entre eux. Cette capacité fit rapidement d'elle l'étoile montante du parc marin Atlantic Dream. Atlantic Dream s'étendait majestueusement le long de la côte, un complexe impressionnant, comprenant plusieurs théâtres marins, bassins panoramiques et tribunes spacieuses. Le joyau de la couronne était sans conteste l'Odyssée des orques, un spectacle où ces prédateurs marins exécutaient une chorégraphie aérienne synchronisée sur fond musical envoûtant, arrosant joyeusement les premiers rangs. Mais derrière cette façade scintillante se cachait une autre réalité bien moins glamour, celle d'une vie en captivité marquée par la monotonie, l'espace restreint et les tensions sociales inévitables. Parmi ces orques vivait Neptune, un mâle dominant à la stature imposante et aux cicatrices profondes, témoignant de batailles hiérarchiques passées. Ses 6000 kilos de puissance inspiraient à la fois admiration et prudence. Si vous appréciez cette histoire fascinante, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour découvrir d'autres récits captivants sur le monde marin et ses mystères. Capturé adolescent, près des côtes norvégiennes, Neptune vivait en captivité depuis plus de 2 décennies. Doté d'une intelligence remarquable, il était également connu pour son tempérament imprévisible et ses sautes d'humeur. Plusieurs incidents avaient été documentés en interne, des refus d'obéir aux signes d'agression passive, mais peu de ces rapports avaient filtré à l'extérieur du parc. Neptune demeurait la star incontestée des spectacles, principalement grâce au lien spécial qu'il partageait avec Amanda. Elle répétait souvent à son équipe « Nous ne leur imposons pas notre volonté, nous dansons ensemble ». Pourtant, dans les semaines précédant l'incident, des changements subtils furent observés dans le comportement de Neptune. Il paraissait distant, moins réactif aux signaux, exhibant les signes classiques de stress, claquements de mâchoire, nage circulaire, obsessionnel, évitement du regard. Amanda surveillait ces symptômes avec attention, mais restait convaincue que leur connexion surmonterait cette phase difficile. Ce 15 mars commença comme n'importe quel jour de représentation. Les gradins se remplissaient de familles excitées, le soleil printanier miroitait sur l'eau cristalline du bassin principal. En coulisses, Amanda finalisait ses préparatifs, vérifiant sa combinaison, échangeant quelques mots d'encouragement avec son équipe et observant Neptune qui glissait silencieusement sous la surface. À 14 heures, précise, elle prit place sur la plateforme centrale, ajusta son micro étanche et commença la présentation du spectacle avec son enthousiasme caractéristique. Neptune jaillit de l'eau dans un arc magistral, retombant avec un éclaboussement spectaculaire qui déclencha une ovation. Mais pour les dresseurs expérimentés, positionnés autour du bassin, certains détails sonnaient l'alarme. Neptune hésita imperceptiblement à 3 reprises, frappa la surface avec sa queue plus violemment que nécessaire. Amanda le remarqua instantanément, mais maintint son calme professionnel. Sa posture restait ouverte,
ses gestes précis et rassurants. Elle murmurait des encouragements que Neptune suivait habituellement sans hésitation. L'instant crucial survint à 14h12. Amanda se tenait sur une plateforme partiellement immergée, face à Neptune, pour une séquence qu'ils avaient répétée des centaines de fois. Elle tendit la main, signal pour un mouvement latéral fluide. Neptune plongea soudainement, réapparut à un endroit inattendu et saisit Amanda par le bras avec une force brutale. Un murmure d'étonnement parcourut l'assistance. Ce que certains spectateurs prirent pour une partie du spectacle marquait en réalité le début d'un drame terrible. Neptune entraîna Amanda sous l'eau avec une détermination glaciale. Des cris éclatèrent, les spectateurs se levèrent en panique. Sous la surface, une lutte désespérée s'engageait. Amanda tentait de se libérer avec les techniques enseignées pendant sa formation, mais Neptune ignorait tous ces signaux d'apaisement. L'équipe d'intervention déclencha immédiatement le protocole d'urgence, lançant des filets spéciaux et activant les signaux sonores censés détourner l'attention de l'animal. Neptune demeurait indifférent à tous ces efforts. Le spectacle qui devait célébrer l'harmonie entre l'homme et l'animal se transformait en cauchemar sous les yeux horrifiés de centaines de témoins impuissants. Les minutes qui suivirent furent chaotiques. Les autres dresseurs criaient des ordres, les visiteurs fuyaient précipitamment, tandis que d'autres restaient pétrifiés d'horreur. Dans l'eau devenue écumante, Neptune tourbillonnait avec Amanda, plongeant répétitivement, la maintenant fermement dans sa mâchoire puissante. L'eau claire prenait progressivement une teinte rougeâtre alarmante. Le protocole de crise fut immédiatement activé. Les employés verrouillèrent les accès au bassin, déployèrent des barrières flottantes et tentèrent désespérément de diriger Neptune vers un secteur isolé. Mais l'orque restait sourd à tous les stimuli, ignorant les appâts alimentaires et les signaux acoustiques d'urgence. Les haut-parleurs appelaient l'équipe médicale, tandis que des plongeurs se préparaient, bien que l'accès au bassin leur fut temporairement interdit face au comportement agressif persistant. À 14h18, l'équipe d'intervention était en position. Les dresseurs poursuivaient leur tentative d'apaisement, lançant des poissons de manière stratégique, mais sans effet visible. Neptune maintenait Amanda sous l'eau, chaque seconde, réduisant ses chances de survie. Les spectateurs encore présents étaient en état de choc profond. Des parents couvraient les yeux de leurs enfants, d'autres filmaient frénétiquement la scène sur leur téléphone, incapables de détourner leur regard de cette tragédie en cours. À 14h23, après 11 minutes interminables, Neptune relâcha finalement Amanda. Son corps inerte remonta lentement à la surface. Deux sauveteurs plongèrent instantanément, la ramenèrent sur la plateforme principale et entamèrent les procédures de réanimation avec une intensité fébrile. Le parc fut entièrement évacué. Une ambulance attendait déjà aux portes de service. Des vidéos amateurs, diffusées plus tard, montraient un sauveteur aux mains tremblantes pratiquant un massage cardiaque, tandis qu'un autre préparait un défibrillateur. À 14h35, Amanda Sinclair fut officiellement déclarée morte. La nouvelle se propagea à la vitesse fulgurante des réseaux sociaux. En quelques heures, les hashtags « Ouija Rip Amanda » et « Tishishin Tragedy Atlantic Dream » dominaient les tendances mondiales. Les médias s'emparèrent de l'affaire avec des titres sensationnels comme « Une orque tue sa dresseuse devant une foule terrifiée » ou « Drame mortel à Atlantic Dream ». Les photos d'Amanda souriante aux côtés de Neptune prenaient désormais une dimension tragiquement ironique. Le parc publia rapidement un communiqué laconique exprimant sa tristesse, promettant une coopération totale avec les autorités et demandant le respect de la vie privée pour la famille de la victime. Aucune question supplémentaire ne fut autorisée.
En coulisses, cependant, une course contre la montre s'engageait. Les protocoles de sécurité furent minutieusement réexaminés, les rapports d'incidents antérieurs scrutés et les services officiels d'inspection du travail et de protection animale immédiatement contactés. Neptune fut placé en isolement pour observation. Son comportement, analysé heure par heure, son état de santé évalué par une équipe de vétérinaires spécialisés. Le rapport d'autopsie rendu public 2 jours plus tard confirma les craintes les plus sombres. Amanda avait subi de multiples traumatismes sévères, côte fracturée, hémorragie interne massive, épaules luxées. La cause principale du décès était néanmoins la noyade, résultat d'une immersion prolongée. Le médecin légiste précisa toutefois que les blessures physiques auraient probablement été fatales même sans la noyade. Le débat public s'enflamma avec une intensité sans précédent. Les organisations de défense animale accusèrent le parc de négligence répétée. D'anciens employés témoignèrent sous couvert d'anonymat, révélant des incidents antérieurs impliquant Neptune qui auraient été délibérément minimisés. Des documents internes furent divulgués mentionnant des comportements préoccupants, refus d'obéissance, agressions spontanées, signes de détresse psychologique ignorés par la direction. Dans les jours qui suivirent la mort d'Amanda, des mémoriaux improvisés apparurent devant les portes d'Atlantic Dream. Des visiteurs déposèrent des fleurs, allumaient des bougies, partageaient des souvenirs. Certains militants exigeaient la fermeture immédiate de tous les spectacles d'orques. D'autres appelaient à une réforme fondamentale de l'industrie du divertissement marin. Amanda devenait malgré elle un symbole puissant, incarnant à la fois l'amour des animaux et les limites éthiques d'un système commercial controversé. La société commençait à s'interroger collectivement. Qu'est-ce qui avait poussé Neptune à cet acte fatal? Était-ce un malheureux concours de circonstances ou la conséquence inévitable d'une pratique fondamentalement problématique, celle de maintenir des prédateurs sauvages en captivité pour notre simple divertissement? Les réponses restaient floues. Mais l'histoire d'Amanda n'était plus celle d'un simple accident professionnel. Elle était devenue un catalyseur, un point d'inflexion et l'amorce d'un mouvement de conscience que rien ne pourrait plus arrêter. La mort tragique d'Amanda Sinclair déclencha une vague de changements qui dépassèrent largement les murs d'Atlantic Dream. En quelques semaines, les organisations internationales de protection animale intensifièrent leur campagne pour l'abolition des spectacles de cétacés et la réhabilitation de tous les mammifères marins captifs dans des sanctuaires océaniques. Sur toutes les plateformes médiatiques, le débat ne concernait plus seulement Amanda, mais un système entier qui extrait des animaux de leur environnement naturel pour les transformer en attractions commerciales. La sphère politique s'empara également du sujet. Dans plusieurs pays, des propositions législatives émergèrent pour renforcer drastiquement les conditions de détention des grands cétacés, certains parlementaires allant jusqu'à proposer une interdiction complète et définitive. Le débat n'était pas nouveau en soi, mais la mort spectaculaire d'Amanda lui conférait une urgence et une visibilité sans précédent. Des militants rappelèrent qu'une tragédie similaire avait secoué l'industrie une décennie plus tôt avec la mort de Sarah Blackwood à Ocean Paradise, donnant naissance à un documentaire controversé qui avait déjà ébranlé le secteur. Aujourd'hui, tout semblait à nouveau remis en question, mais avec une intensité redoublée. Derrière ses portes closes, Atlantic Dream opérait dans une atmosphère de crise permanente. Une cellule d'urgence travaillait jour et nuit, les mesures de sécurité furent intégralement révisées. Le personnel soumis à des formations supplémentaires. Tout contact direct avec les orques fut temporairement suspendu en attendant l'implémentation de nouvelles procédures rigoureuses. Neptune resta sous surveillance constante, son comportement étudié
par des spécialistes internationaux venus analyser les causes potentielles de son agression, soudaine. Était-ce une réaction imprévisible ou le résultat prévisible d'années de frustration et de conditionnement forcé? Les autres dresseurs n'étaient plus autorisés à approcher Neptune directement. Les interactions se limitaient désormais à des observations derrière des vitres renforcées ou à travers des barrières de sécurité. Pour beaucoup d'employés, cette transition fut déchirante. Leur carrière entière reposait sur cette relation privilégiée, construite patiemment avec ces créatures extraordinaires. Amanda avait été leur modèle, leur mentor, leur étoile polaire dans cette profession exigeante. Sa disparition créait un vide émotionnel doublé d'une remise en question professionnelle profonde. La famille d'Amanda prit également position publiquement. Dans une déclaration émouvante, largement relayée, ils demandèrent que leur fille ne soit pas considérée comme une simple victime, mais comme un avertissement pour l'humanité. Ils annoncèrent la création de la fondation Amanda Sinclair, dédiée à la protection des mammifères marins, à la formation éthique des soigneurs et à la promotion d'alternatives respectueuses à la captivité. Le soutien public fut massif. Des milliers de dons affluèrent, des scientifiques marins renommés, des célébrités et d'anciens employés de parc s'associèrent à l'initiative. Parallèlement, une enquête journalistique approfondie révéla des informations troublantes. Après avoir interviewé d'anciens employés et analysé des documents confidentiels, le rapport exposait des manquements systémiques à la sécurité. Neptune avait manifesté plusieurs comportements alarmants avant l'incident fatal. Des alertes internes avaient été émises, mais systématiquement ignorées sous la pression commerciale de maintenir le spectacle coûte que coûte. L'article eut l'effet d'un séisme médiatique. La pression sur Atlantic Dream devint intenable. La direction finit par annoncer la suspension définitive de tous les spectacles d'orques, promettant de réorienter l'activité du parc vers l'éducation, la recherche scientifique et le bien-être animal. De nouveaux programmes furent développés, permettant aux visiteurs d'observer les animaux à distance respectable dans un cadre éducatif repensé. Un consortium international d'experts fut constitué pour évaluer la possibilité d'une réhabilitation progressive de certains orques dans des environnements semi-naturels surveillés. Pour beaucoup, ces mesures arrivaient trop tard, mais d'autres y voyaient les prémices d'une transformation fondamentale de notre relation avec les mammifères marins captifs. La question des animaux en captivité s'invita dans tous les débats de société. Des tribunes s'intitulaient « Prisonniers du divertissement » ou « Le prix réel d'un saut à travers un cerceau ». La société se trouvait confrontée à des questions éthiques inconfortables qu'elle avait trop longtemps ignorées. Amanda Sinclair fut inhumée dans sa ville natale au bord de l'océan qu'elle avait tant aimée. Des centaines de personnes assistèrent à la cérémonie. Famille, amis, collègues, mais aussi simples inconnus touchés par son histoire poignante. Lors d'un discours émouvant, sa mentor de toujours déclara « Elle écoutait les animaux avec une humilité rare et nous rappelait constamment que nous ne possédons pas ces créatures, nous partageons leur monde temporairement. » Sur la couronne marine, déposée sur l'océan, on pouvait lire en lettres d'argent « Pour une confiance que nous devons encore mériter ». L'ombre de sa mort persistait comme un rappel douloureux. Mais dans cette obscurité grandissait quelque chose de nouveau. Une prise de conscience collective, un questionnement profond et peut-être l'aube d'un changement véritable dans notre relation avec les géants des mers. Les mois passèrent, mais les ondes de choc provoquées par le sacrifice involontaire d'Amanda Sinclair continuèrent de se propager. Atlantic Dream tentait laborieusement de réinventer son identité,
abandonnant le spectacle pour embrasser une mission pédagogique authentique. L'imposant amphithéâtre des orques fut entièrement repensé, les plateformes de performance démontées, les gradins transformés en espaces d'observation respectueux. Les acrobaties aquatiques cédèrent la place à des conférences scientifiques suivies de périodes d'observation silencieuse où les visiteurs pouvaient observer le comportement naturel des animaux sans perturbation. Mais la confiance publique était profondément ébranlée. La fréquentation chuta drastiquement, des partenariats commerciaux furent rompus. Un modèle économique bâti depuis des décennies sur l'émerveillement spectaculaire et l'applaudissement se retrouvait soudain sur des fondations fragiles, contraint de se réinventer entièrement. Neptune fut transféré dans un espace isolé, loin de toute interaction humaine directe. Il ne manifesta plus de comportement ouvertement agressif, mais son attitude restait imprévisible, oscillant entre périodes d'apathie inquiétante et comportements stéréotypés, obsessionnels. Les spécialistes débattaient sans fin. Ces réactions étaient-elles les symptômes d'un stress post-traumatique ou simplement l'expression inévitable d'une captivité prolongée contre nature? Son retour dans un programme public fut définitivement exclu. En interne, on commença à planifier son transfert vers un sanctuaire marin, une décision complexe nécessitant expertise, ressources considérables et volonté politique claire. Pendant ce temps, la Fondation Amanda Sinclair déployait ses premières initiatives concrètes. Des projets innovants furent lancés. Bourses pour jeunes chercheurs en éthologie marine, campagnes éducatives internationales, formations avancées pour soignants animaliers. À travers médias et conférences, le nom d'Amanda devint synonyme d'une nouvelle philosophie révolutionnaire de coexistence respectueuse. Sa phrase emblématique fut érigée en mantra pour toute une génération de biologistes marins. Nous n'imposons pas, nous collaborons. Le questionnement sur la captivité s'étendit rapidement à d'autres espèces marines. Les delphinariums furent confrontés à des questions de plus en plus précises et dérangeantes sur leurs pratiques. L'industrie entière du divertissement animal fut contrainte de repenser ses fondements éthiques et commerciaux. Certaines institutions prirent les devants, adoptant volontairement de nouvelles approches centrées sur le bien-être animal. D'autres attendirent que la pression publique et législative devienne insurmontable pour céder aux changements inévitables. L'histoire d'Amanda avait catalysé un mouvement bien plus vaste qu'Atlantic Dream lui-même ne l'avait initialement perçu. 1 an après sa disparition, la Fondation organisa une cérémonie commémorative sobre mais puissante. Point de spectacle grandiose, simplement des témoignages sincères, des bougies flottantes et un documentaire retraçant l'héritage d'Amanda, ses premières plongées d'exploration, son travail patient avec les jeunes dresseurs, ses dernières apparitions. Pour clôturer la cérémonie, son plus jeune apprenti livra un message poignant. La voix vibrante d'émotions contenues, il déclara « Elle nous enseignait que la vraie force réside dans la douceur et que la connexion authentique naît du respect mutuel, jamais de la domination. » Neptune lui-même n'avait pas été oublié dans ce processus de guérison collective. Dans les semaines suivant la tragédie, certaines voix avaient réclamé son euthanasie, mais un mouvement tout aussi puissant s'y était fermement opposé. Les éthologues et défenseurs des animaux plaidèrent que son geste relevait non pas d'une malveillance délibérée, mais d'une souffrance insoutenable, qu'il n'était pas un monstre, mais le produit d'un système fondamentalement inadapté à sa nature. Atlantic Dream refusa finalement de l'abattre. Neptune resta en vie, mais ne fut plus jamais exposé au regard public. Pour certains, il demeurait un agresseur dangereux. Pour d'autres, une victime tragique d'un système commercial défaillant. Progressivement, presque imperceptiblement,
le regard collectif sur les animaux marins, en captivité, connut une métamorphose profonde. Ce qui était autrefois perçu comme éducatif et divertissant apparaissait désormais, à une majorité grandissante, comme un vestige anachronique d'une époque révolue. De nouvelles législations furent adoptées dans plusieurs pays. Des financements réorientés vers l'observation non invasive et la recherche en milieu naturel. Les universités commencèrent à privilégier les études éthologiques en environnement ouvert plutôt qu'en bassin artificiel. Une nouvelle ère s'esquissait timidement, avec ses hésitations et ses contradictions, mais de manière tangible et irréversible. Amanda Sinclair avait dédié sa trop brève existence aux créatures marines qu'elle chérissait. Sa disparition tragique avait déclenché une révolution silencieuse, mais son véritable héritage résidait bien au-delà des réformes institutionnelles qu'elle avait involontairement inspirées. Il vivait dans le souvenir lumineux d'une femme exceptionnelle qui avait œuvré avec passion et détermination pour un monde plus respectueux de toutes ces créatures. Son histoire n'était pas simplement un avertissement solennel. Elle était le commencement d'une nouvelle conscience collective. Aujourd'hui, Atlantic Dream est devenu un lieu différent, plus paisible. Là où résonnait autrefois musique amplifiée et clameurs enthousiastes, on entend désormais le murmure apaisant des vagues, les cris naturels des oiseaux marins et parfois, dans les moments de calme parfait, un appel mystérieux venu des profondeurs. Est-ce simplement le vent qui joue avec l'eau ou le souvenir d'une voix qui ne s'est jamais complètement éteinte? Au cœur du parc transformé, près d'un observatoire tranquille, une simple plaque commémorative a été installée. Elle porte ces quelques mots poignants. Pour Amanda, pour ce que nous avons dû perdre, pour ce que nous pouvons encore sauver. Chaque matin, un visiteur anonyme y dépose une rose blanche immaculée et souvent, des personnes s'arrêtent, lisent l'inscription, contemplent l'horizon marin et gardent un moment de silence respectueux. Car dans ce silence méditatif réside non seulement le deuil d'une vie précieuse, mais aussi l'espoir lumineux d'un futur différent.